Bonjour les locos, je suis avec mon ami Jeff Essen sur le stand de Sony où on tient en main le tout nouveau RX100 Mark V. Donc toi, tu as déjà testé le RX100. Au niveau physique, est-ce qu'il est très différent? Alors non, son embonpoint est exactement le même. Toute la différence en fait se passe à l'intérieur au niveau de l'électronique. Et apparemment en particulier, le gros plus, c'est la gestion informatique faite par le microprocesseur qui permet en particulier d'obtenir des rafales hallucinantes de combien il donne d'images par seconde? 24 images par seconde. Alors, Thierry, j'ai rien compris à ton histoire de microprocesseur, mais par contre, je pense que les locos vont comprendre ça. Écoutez. Vous entendez la mitraillette? Je suis en train de shooter en RAW à 24 images par seconde. Si vous êtes en JPEG, vous allez pouvoir photographier toujours à 24 images par seconde, mais jusqu'à 150 images d'affilée. Ok Thierry, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur la vitesse de l'autofocus? Alors cette vitesse, je vais vous annoncer un chiffre hallucinant, 0,05 secondes de vitesse de mise au point pour votre autofocus. Ça ne vous parle pas? Moi non plus à vrai dire. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est les essais. Regardez, je fais une mise au point assez proche sur ma main. Je regarde à l'infini. J'appuie. J'ai l'impression que la mise au point a été faite alors que je n'ai pas fini d'appuyer sur le bouton. C'est hallucinant. On est dans un record mondial, 24 images secondes en RAW. On est dans un record mondial, 0,05 la vitesse d'autofocus. Et enfin, le troisième record mondial, c'est le plus de nombre de points d'autofocus pour un compact expert, puisqu'on est là à 315 points. Donc autant dire tout l'écran arrière est couvert. Bon, au niveau du capteur, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, ce capteur de 1 pouce présente une sensibilité très intéressante puisqu'elle est entre 125 pour la partie la plus basse jusqu'à 12 800 ISO. Laissez-moi vous dire que ça va couvrir largement la plupart de vos besoins sans avoir de difficultés particulières. Au niveau du nombre de pixels, est-ce qu'il y a eu du changement? Non, pas de changement au niveau du nombre de pixels. On est toujours sur la gamme des 20 mégapixels. Sur ce genre de petit compact, Sony n'est pas parti à la course aux pixels comme on peut trouver sur les nouveaux réflexes. Il a juste amélioré effectivement la partie électronique pour ce qui est de l'autofocus et donc de la rafale comme vous l'a montré Blaise. Finalement, on est toujours sur un capteur 1 pouce qui pour un compact est très intéressant. Alors Thierry, je t'arrête tout de suite. Capteur 1 pouce, attention, ça c'est une vaste escroquerie marketing. 1 pouce c'est grand, c'est encore plus grand quand on s'approche, ça fait à peu près 2 cm et demi. Donc on s'imagine qu'on est quasiment sur des tailles de capteurs plein format, alors que ce n'est pas du tout le cas. En réalité, ce capteur, il est bien plus petit que 1 pouce et cette dénomination 1 pouce date d'il y a au moins 50 ans quand à la télévision on utilisait encore des gros tubes cathodiques pour enregistrer et c'était la taille, si tu veux, du tube à l'extérieur alors qu'on pouvait capturer juste une toute petite partie de l'intérieur de ce tube et ils ont gardé cette appellation 1 pouce qui a induit, mais alors complètement en erreur. C'est une taille décente de capteur, mais c'est des capteurs bien plus petits que sur de l'APS-C et évidemment du plein format. Voilà. D'ailleurs, ça, on va le retrouver en effet sur la profondeur de champ et le bokeh de l'objectif. L'objectif, c'est un Carl Zeiss, vous voyez le petit logo sympathique, donc c'est un Carl Zeiss en équivalent 24-70 mm, ouverture f1.8 sur le 24 mm et 2.8 sur le 70 mm. Mais attention, ne comparez pas ça avec votre capteur plein format. Justement, la taille du capteur va influencer sur votre possibilité de faire du bokeh ou des faibles profondeurs de champ. Si vous voulez, on va être à peu près sur un 24 mm 5.6 au niveau de l'effet sur la profondeur de champ, pas sur l'effet de capturer de la lumière. Pour capturer la lumière, on est toujours sur f1.8, mais au niveau de la profondeur de champ, on est à peu près sur 5.6. Donc c'est à mon sens, Thierry, le seul petit inconvénient d'un appareil comme ça, c'est qu'on ne peut pas créer des photos avec une très faible profondeur de champ qu'on pourrait sur un réflexe. Oui, tout à fait. En fait, c'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle les amateurs éclairés finissent par franchir le pas du plein format. C'est pour gagner sur cette gestion de profondeur de champ. Sinon, pour les restes, effectivement, pour la photo de paysage, ce genre de capteur est tout à fait performant. Thierry, tu es un fan Sony, toi. Tu as l'Alpha 99, tu as un RX100 déjà d'une précédente génération. Au fait, comment tu choisis quel appareil tu vas utiliser? Alors,
Le choix principal, en fait, c'est un peu le type de sortie. C'est-à-dire quand je fais une sortie photographique, là j'ai plutôt tendance à sortir la grosse artillerie et je prends mon réflexe. Le fait d'avoir ce plein format a un inconvénient, c'est que le matériel est lourd. Par contre, il me permet effectivement de jouer sur la profondeur de champ et d'avoir sur certaines prises de vue des résultats que je ne pourrais pas avoir avec le compact. Pour moi, le gros avantage du compact, c'est un peu la sortie de l'oncle Bob. C'est-à-dire que c'est l'appareil photo que j'ai toujours dans mon sac, qui va me permettre effectivement de faire des photos souvenirs, des photos de famille, qu'on ne voit pas sur photos locaux. Mais surtout, ça va me permettre de ne rater aucune occasion de prendre des photos et de tomber sur une lumière super intéressante. Alors effectivement, au prix d'une profondeur de champ peut-être un petit peu forte, mais les qualités de ce compact presque professionnel me permettent quand même de réaliser des photos super sympas, qui sont d'ailleurs relativement bien publicitées sur le site. Moi, j'irais plus loin que ça. Il y a énormément de situations comme le paysage où on n'a pas besoin d'avoir cette profondeur de champ très faible et où ça, tu l'as dans ta poche, tu le sors et tu as de la qualité complètement extraordinaire à 20 millions de pixels avec un excellent capteur, une excellente optique sans avoir à t'encombrer avec énormément de matériel. Donc je dirais que si ton style de photo c'est essentiellement du paysage, ça c'est assez extraordinaire. Ah, tout à fait. On arrive à faire des choses, la même chose qu'avec un réflexe. On peut le gérer de toute façon pareil, on a accès à la pose longue, on a accès à tous les modes, priorité vitesse, priorité ouverture, etc. On peut gérer ses ISO. D'un point de vue fonctionnel, on a les mêmes caractéristiques que le plein format. Il n'y a que cette affaire de profondeur de champ qui nous limite un tout petit peu. Je vais terminer avec un sujet qui me passionne personnellement aussi, c'est la vidéo. Alors ce qui est chouette chez Sony, c'est qu'ils ne brident pas la vidéo sur leurs petits appareils photo. On a ici du 4K avec le profil S-Log. Alors S-Log, c'est un peu le Nec Plus Ultra, c'est un peu comme le RAW en photographie. C'est le profil qui donne le plus de latitude pour retoucher sa vidéo en post-production. Et ça, c'est vraiment très très chouette. Donc le 4K S-Log. Et si vous travaillez, vous descendez votre résolution en Full HD, vous avez le ralenti, le slow motion jusqu'à 1000 images secondes. 1000 images secondes, ça c'est extraordinaire. Donc vous allez pouvoir vraiment ensuite ralentir votre vidéo jusqu'à 50 fois, puisqu'on tourne légèrement en 24 images par seconde, ce qui va vous donner un effet, une fluidité absolument géniale. Au niveau de l'ergonomie, quelques trucs assez sympas aussi. On peut monter ici comme ça. Est-ce qu'on peut aussi faire comme ça? Voilà, on peut aussi le mettre ici en hauteur pour regarder par en dessous. Donc très bien pour vous faire des selfies en vidéo. Et deux choses importantes. La première, c'est le flash. Regardez comme c'est mignon. On vous le refait? Attention. Le flash n'est pas très puissant, hein, je vous l'accorde. Mais pour déboucher un visage en plein soleil, il marche très très bien. Et puis alors le deuxième truc qui est indispensable, que je n'ai pas d'ailleurs sur ma version, parce que moi j'ai que la version Mark II, eh bien c'est le viseur électronique. Alors grand débat sur l'histoire des viseurs électroniques ou optiques. En tout cas, le problème, vous savez que ces écrans en plein soleil ne sont pas particulièrement visibles. Et donc là, la possibilité d'avoir un viseur électronique intégré à l'appareil, eh bien ça c'est vraiment le gros plus. Alors la question que je me pose sur celui-là, c'est comment on le sort ce viseur. Voilà, j'ai trouvé. Vous voyez, même pas besoin de dire les modes d'emploi, ces appareils sont assez... De toute façon, personne lit un mode d'emploi. Si, moi je lis les modes d'emploi. Mais là, il n'y en a pas besoin. L'ergonomie est assez simple. Voilà, ce petit viseur, c'est extraordinaire. Quelles que soient les conditions d'illumination, en particulier en plein soleil, eh bien, il vous permet de vous concentrer sur la prise de vue et de faire un cadrage comme vous le feriez avec votre appareil réflexe. Un petit mot sur l'ergonomie. Donc vous avez en haut une molette pour changer les modes. Quand ici par exemple vous êtes en mode priorité au diaphragme, derrière vous avez une deuxième molette tout simplement pour changer rien du tout. Pour changer le diaphragme, mais là c'est un peu bloqué. Ça dépend comment tu as réglé en fait tout le setup sur ces appareils. La molette arrière permet donc maintenant de tourner très facilement la priorité au diaphragme. Toujours dans le cadre de l'ergonomie, tous ces boutons sont programmables à vous et en fonction de vos besoins, de leur attribuer la fonction que vous souhaitez. À savoir qu'il y a également sur l'avant, là actuellement cette molette est associée à la commande du zoom, mais je pourrais très bien, en rentrant dans les menus,
l'associer à la variation de la vitesse ou du diaphragme en fonction de mes besoins. Voilà, ce qui fait qu'avec les deux mains positionnées correctement, on agit sur tous les paramètres de l'APN d'une façon relativement facile et accessible. Allez, je termine avec le sujet qui fâche, le tarif. C'est là où il y a un petit souci. Aujourd'hui, il est disponible aux États-Unis à 1 000 $, en Europe, 1 300 €. Gare au taux de change, on n'est pas tout à fait sur l'équité à 1,10 $ pour 1 €. Mais on a la TVA et puis on a un système social quand même qui marche super bien. Hein. Oui, donc, bon, il faut le payer. 1 300 €, 1 300 €, eh ben ça calme un peu tout cet enthousiasme qu'on a. Cet appareil est techniquement incroyablement abouti, serait pour moi un superbe deuxième appareil à avoir dans la poche quand je ne veux pas m'encombrer d'un réflexe. Par contre, 1 300 €, je peux quand même acheter beaucoup de belles choses. Je peux commencer à m'équiper en réflexe. Donc ça commence à être un sacré choix à faire. À ce sujet, juste attirer votre attention, c'est que Sony sort cette nouvelle version, n'efface pas de son catalogue les anciennes. Les anciennes versions, même le Mark 1, le 2, 3 et 4 sont toujours à la vente. Je vous renvoie d'ailleurs sur une vidéo qu'on avait fait sur le site pour comparer les différents modèles. Et donc, vous pouvez les regarder, ils sont relativement qualitatifs et à des prix un petit peu plus abordables. Merci Thierry, merci aussi à tous les locos qui nous ont suivis jusqu'au bout de cette présentation sur le stand de Sony au Salon de la Photo 2016. Alors, je suis Blaise Fiedler de photoloco.fr. Je suis Jepsen de photoloco.fr. À bientôt. Saviez-vous que je propose 2 formations sur le flash ? La première vous explique comment résoudre les principaux problèmes de lumière avec un flash automatique en TTL. La seconde, avec 5 heures de vidéo, est dédiée aux strobistes studio de rue et va vous apprendre à bien utiliser en déporté vos petits flashs pour créer de la grande lumière.